Nous avons les informations qui sont là, c'est-à-dire euh, l'intitulé du poste, les noms, prénoms, les départements, la situation matrimoniale, les domiciles, mais également le type de contrat. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer ici le nombre d'employés. Qui peut me donner la formule pour calculer le nombre d'employés? Hier, Julien, allez-y. Si vous voulez parler, levez la main. Ok, ne levez pas la main. Allumez votre caméra et parlez. Ok. Bon, c'est à ma compréhension, avec la fonction NBVAL, on peut calculer ça. Parfait. C'est exactement ça. Et on va utiliser NBVAL pour calculer le nombre d'employés. Dans ce cas, bon, dans ce cas, je vais commencer par la formule égale NB, raison pour laquelle je n'ai pas installé WhatsApp dans ma machine. Il y a trop de messages. On prend NBVAL et là, on va Je prendre l'ai le nom. installé une fois là. Finalement, je l'ai désinstallé. Et ça te perturbe tellement que C'est ça. WhatsApp sur ordinateur, vraiment, c'est pas bon. C'est aujourd'hui que je l'ai fait moi, mais bon, je vais désinstaller ça parce que là, ça me perturbe quoi. Avant, je le faisais, mais ça me perturbait tellement. Et aujourd'hui, je devais envoyer un document à d'autres personnes là. Et je l'ai hébergé sur Excel, ok, sur Drive. On l'a bloqué ça. Du coup, j'étais obligé de les envoyer directement par WhatsApp, quoi. Passez Raison pour laquelle par WhatsApp. Ok. maintenant, on a déjà sélectionné les informations. Là, on ferme notre parenthèse maintenant et on clique sur Entrée. Et il nous dit qu'exactement, il y a 26 employés. Maintenant, on va calculer le nombre d'employés, le nombre de départements aussi. Le nombre de départements, c'est la même formule ou bien? Oui. Parfait. C'est la même formule, seulement qu'à ce niveau, on va juste essayer de prendre. On va d'abord essayer de prendre un petit tableau ici. On va prendre les différents. Avec les critères. Les Ouais, critères, oui, oui. ouais, effectivement. Donc, on prend administration, on prend santé, on prend communication, on prend communauté, bon, co- co- on prend communauté comme ça. Là, je vais essayer de les. Voilà. Là, on va prendre la même formule. Je vais faire copier-coller. Et là, je vais essayer de le coller ici. Et juste, on va juste essayer de remplacer les informations ici. On va essayer de les remplacer. Et là, nous avons 4 départements. Et maintenant, on nous demande encore de calculer le nombre de CDI. Quelle est la formule qu'on doit utiliser pour calculer le nombre de CDI? Allez-y. Qui a levé ta main? Allez-y. La fonction NBC. NBC. Parfait. On va utiliser exactement la fonction NBC pour pouvoir pour pouvoir déterminer euh, le nombre de CDI. Donc là, on fait NBC. Et après, on fait quoi? On Oui, sélectionne on clique, le type de on contrat. sélectionne la colonne On type là, sélectionne voilà. effectivement. On va sélectionner la colonne type de contrat. Après avoir sélectionné, on fait Oui. quoi? Point virgule. Virgule. Ok, on fait point virgule. Après point virgule, on fait quoi? CDI. Entre griffe CDI. ou guillemets CDI. En effet, parce que on va prendre les guillemets pour pouvoir dire à Excel que ce sont des personnes qui ne font pas partie de la famille. Parce que là, l'Excel, comme on le dit souvent, l'Excel sert à faire les calculs, pas un traitement de texte. Du coup, dans les formules, si on veut introduire
les lettres, il va falloir qu'on essaie de les mettre en guillemets pour que l'Excel ne le considère pas comme des informations qu'on a introduites par erreur. Voilà. Et là, exactement, on nous a dit qu'il y a 16 types de contrats CDI. Et on va faire la même chose pour les CDD. Donc, on fait directement un copier-coller. Là, c'est extraordinaire par rapport au niveau 1. On va juste essayer de prendre les. euh, si je pense au lieu de A7, A10, c'est A7. Donc, on prend A7. Et là, on va prendre les CDI par les CDD. Et directement, nous avons 10 CD. Nous avons 10 CD, CDD. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà terminé ce travail-là. Il faut entamer ce qu'on appelle euh, l'identification des sources de risque du projet. Bon, je vais supprimer toutes les informations là parce que là, c'est à vous de le faire. Toutes ces informations là, c'est à vous de le faire. On va juste reprendre. Ces informations qui sont là ont été données par. Je vais les supprimer. Bon, ça, je vais le laisser comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'identifier comment dirais-je, les sources de risque de notre projet, ou bien du projet que nous voulons lancer. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir d'abord qu'on essaie de faire des enquêtes. En faisant des enquêtes, c'est ici que nous allons essayer de noter ces informations-là. Après avoir noté ces informations-là, nous pouvons maintenant continuer à faire à exécuter notre projet. Maintenant, la question qu'on doit se poser, généralement, comme je l'ai dit hier, la majeure partie des projets tombent en faillite. Pourquoi? Parce tout simplement, ils ne font pas de recherche en amont. Ils viennent se lancer à la création d'un projet, parce tout simplement l'autre s'est lancé, il a réussi. Ils ne savent pas, ils ne savent pas en réalité ce que l'autre gars a traversé, par où il est passé pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir l'exécuter. Et là, toi, si tu viens en disant que je veux lancer mon projet sans pour autant faire des diagnostics en amont, sans pour autant faire des enquêtes en amont, là, tes projets ne pourront pas aboutir à grand chose. Maintenant, si jamais nous avons l'idée de mettre en place notre projet, d'abord, il va falloir qu'on essaie d'identifier des sources de risque qui va nous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui sont tombés, que ceux dont nos projets sont tombés en faillite. Et là, nous allons commencer par ce premier tableau qui va nous permettre d'énumérer les risques. Les tableaux, nous, on va seulement prendre soit trois risques ou bien 4 risques comme ça. Ça va pas dépasser ça. Sinon, si vous, en tant que manager de projet, vous voulez travailler sur un projet à grande envergure, vous pouvez prendre, si vous voulez, vous pouvez prendre toutes ces lignes-là, vous pouvez remplir toutes ces lignes, tout le tableau. Ou encore, même si les rues dépassent ce tableau-là, vous pouvez également ajouter, agrandir ou ajouter quelque chose au-dessous du tableau. Maintenant, ce que nous cherchons, quelles sont les sources de risque? Quels sont les risques pour que ces aides de projet-là tombent en faillite? N'oubliez pas que nous sommes dans un projet de Covid-19. On l'a dit hier, c'est un projet de Covid-19, un projet de vaccination de Covid. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui fait que la majeure partie de ces cas de projet-là tombent en faillite? Ou bien qu'est-ce qui fait que euh, ceux qui mettent en place ces projets-là ne réussissent pas ou bien le projet tombe en faillite? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Nous allons d'abord essayer de Bon, prendre les sources de risque. On prend les sources de risque, on dit que le risque pour mettre en place ce projet-là, le risque c'est ça. Pour mettre en place ce projet-là, le risque c'est ça. Pour mettre en place le projet, le risque c'est ça. Et c'est ce risque-là qui a permis que d'autres personnes sont tombées en faillite. Et c'est ce risque qui a permis que d'autres projets n'ont pas pu atteindre l'objectif. Maintenant, combien de fois cela s'est produit? On va noter ça à ce niveau. On a identifié les risques survenus. Maintenant, on a donné également le nombre de fois que cela s'est produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner les causes
de ces risques-là. Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi ces risques-là? Pourquoi? On va maintenant essayer de les énumérer ici. Après ça, après avoir rempli les données historiques, c'est par la suite que nous allons passer maintenant par la quantification. Et la quantification, comme on le dit, je ne sais pas si, je pense il y a Pierre ou Justin qui avait dit hier qu'il a fait, je ne sais pas quelle formation. Mais non, vous avez vu ce qu'on appelle en probabilité la loi de Poisson. Et là, nous allons utiliser la loi de Poisson à ce niveau pour pouvoir faire la quantification de ces données-là. Maintenant, nous allons revenir au niveau des risques revenus. Qui peut me donner un risque par rapport à ces de projets-là? Allez-y. Oui, avant de donner de risque, je voudrais savoir si je comprends bien, parce que c'est mis ici, risque Survenir. survenu. Ça Oui. veut dire que Euh, attendez d'abord, je ne suis pas Pierre, hein? c'est une Oui. do- Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mon partage, quoi? Parce que là, documentation. moi, Julien, Julien, Julien. Non, ça attend la connexion à son niveau, hein. Des Ah, ok. projets Je pensais que c'était similaires, mon niveau. il faut Sinon, on ne le lier, reçoit pas bien. savoir les risques Ouais, effectivement. Je pensais que c'était à mon niveau. voilà, qui avaient bloqué ou bien qui voulaient faire chose là. Donc, je crois que c'est bien ça. Julien, Julien. C'est sûr que c'est la connexion à son niveau. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Julien, Julien. Je reprends? Ouais, effectivement, on a Oui. rien entendu, hein. Oui, On n'a oui. rien entendu. Je pensais au début, je pensais que Ah, c'était à mon niveau, d'accord. quoi. C'est certainement dit en Ah, profondeur. vous me suivez? C'est bon maintenant. Oui, oui, monsieur Julien, la Vous connexion, me recevez? C'est bon c'est maintenant. maintenant on reçoit. Ah, ok. Julien, Julien, Pierre, est-ce que vous me recevez? Oui, 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 monsieur Bakary, je vous reçois. Donc là, je pense que Julien a un problème De connexion. de connexion. Oui. Ok. Bon, en attendant, moi, je peux proposer quelques Voilà. risques, hein. Allez-y. Bon, puisque nous sommes dans un projet de vaccination contre la COVID, c'est ça, hein. Mhm. Bon, risque survenu, moi, je peux dire mauvaise sensibilisation, on peut dire mauvaise sensibilisation de la population et qui peut créer, par exemple, qui peut être causée par une résistance, euh, oui, résistance, résistance, par exemple, au vaccin, ou bien résistance, bon, ce que je veux dire, c'est que il s'oppose à la vaccination. J'ai pas bien saisi la cause. En fait, et lorsqu'on ne fait pas, il n'y a pas une bonne sensibilisation, c'est Mhm. que ça va créer, par exemple, une résistance au niveau de la population. Oui, ça peut causer une réduction de la population. Mais est-ce qu'on peut aussi parler de la communauté bon, on peut essayer de parler de la communication. Oui, 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 une Parce que là, mauvaise communication. ouais, quand il n'y a pas de la sensibilisation, c'est qu'il n'y a pas, c'est que la communication n'a pas réussi. Oui. Dans ce cas, Euh,
dans ce cas, bon, là quand on n'a pas une bonne communication, c'est que on peut avoir l'échec, hein, l'échec de l'opération. Oui, mais là n'oublie pas qu'on essaie de soulever la cause. Ok, Comme risque, on a dit que euh, je pense que même ce risque-là, on peut essayer de définir autrement. Parce que quand on parle de mauvaise sensibilisation, là, bon, oui, si, bah, étant donné que ce sont des risques survenus, donc c'est dû à une mauvaise sensibilisation. Il y a pas une bonne sensibilisation, raison pour laquelle cela a été causé. oui, Donc là, notre risque est là, c'est la mauvaise communication. Et dans ce oui. cas, quelle était la cause de la mauvaise communication? La cause, bon, on peut dire, et, bon, on peut dire manque de moyens. Manque de moyens, Oui, c'est c'est possible, manque de moyens. Bon, bref. moyens. De toutes les façons, comme je l'ai dit, ça c'est à vous de le faire. Hein. On va juste essayer de c'est interactif, on va juste essayer de discuter. Et là, ça va vous permettre également de mieux comprendre. Manque de moyens. Oui, Et là, c'est bon. ok. C'est bon. Maintenant, oui, autre risque. Ok. D'abord, tu peux donner combien comme nombre de fois produit? Bon, on peut dire 3 ou bien 4 fois, parce que c'est normalement ça va être tout au long du processus. Ouais, effectivement. Donc, on prend 3. On prend 3. Après, Et autre autre risque. risque, on peut dire COVID-19. C'est COVID-19. Hein. Pourtant, parler de vaccin périmé. Oui, vaccin périmé, ou bien, voilà, bien, voilà, vaccin périmé, bien non disponibilité de vaccin. C'est aussi un risque. Ouais. Non Bon, si disponibilité. on peut prendre les deux à la fois, c'est possible. Oui, disponibilité de vaccin. De vaccin. Ok. Le nombre de fois. Vaccin périmé. Bon, c'est des choses qui n'arrivent pas trop comme ça. Hein. Donc, on peut prendre un ou bien deux. Ouais, on prend 2. Et là, Oui, je prends 4 ans. Ici, je prends 4 pour le premier. Et là, je prends 2. Ça va oui. nous aider au niveau de la qualification. Et maintenant, pour la Non non disponibilité, on peut prendre 3. trop. Ok. D'abord, il y a quelqu'un qui est. Marc. Marc, toujours en retard. Ouais, vraiment, excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est compréhensible. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous en fait. Voilà. On était au niveau des risques isolés et là, il est question de soulever les risques. Par exemple, bon, dans un projet, comme on l'a dit hier, avant de se lancer dans la création d'un projet, il va falloir d'abord que l'on fasse des enquêtes. Il va falloir qu'on essaie de descendre sur le terrain, voir en réalité ce que l'on veut faire et qu'est-ce que nous voulons résoudre. Et si on a trouvé des réponses à ces questions-là, nous allons maintenant se poser la question, est-ce qu'avant nous, il y a des gens qui ont tenté de résoudre ces genre de problème-là? Bah oui, il y a des gens qui ont tenté de résoudre ces genre de problème-là, mais ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Qu'est-ce qui leur a empêché d'atteindre l'objectif? C'est là la question. Et c'est ce que nous sommes en train
comment dirais-je, de résoudre comme ça. Nous sommes en train de donner d'abord les risques qui sont survenus, les risques survenus, jusqu'à ce que ces gens-là n'ont pas pu atteindre le but de leur projet. Et maintenant, ces risques. Ok, les politiques publiques, qu'est-ce que vous entendez par politique publique concernant par rapport aux risques là? Voilà. Et ce que je mets dans politique publique, peut-être que quand les vaccins de la COVID sont venus, peut-être qu'il y a eu des États qui ne l'ont pas adopté, sous prétexte que, bon, peut-être on veut rendre stériles les gens, ou bien ceci et tout ça, parce que, vous voyez, donc, c'est ça que je mets dans politique publique. Hein. Ok. Maintenant, si ça ne passe pas, Pierre, Marc, êtes-vous d'accord? Non, non, bon, Monsieur Bakary. Bon, par rapport aux politiques publiques, dans ce cas, bon, moi, je ne vois pas trop ça, hein, puisqu'on est déjà dans la sensibilisation. Et cette sensibilisation, c'est plus au niveau des communautés. C'est qui part comme ça? Donc, pour moi, je pense que, bon, et c'est pas ce risque-là n'est pas encore. Bon, en tout cas, je ne vois pas trop ce risque à ce niveau parce que ici, on est déjà dans la sensibilisation, on est déjà au niveau, comment on appelle même, c'est-à-dire on est au niveau terrain, selon moi, quoi. Ouais. Maintenant, j'ai une question à poser à Julien. Julien, oui. vous avez parlé de politique publique. Oui. Si j'ai bien compris l'explication pour vous, l'État pour empêcher le vaccin dans ce pays, d'entrer dans son territoire, ou bien, c'est pas ce que vous voulez dire par là. Bien sûr, peut-être que je vais beaucoup plus expliquer. C'est que l'État puisqu'il y a les vaccins là, je connais à peu près les 3 types de vaccins, notamment au Bénin que nous on a fait truc ici. Donc, l'État, d'autres États, par exemple, s'ils ont les moyens, peuvent chercher à vérifier d'abord quelle est la qualité du vaccin qu'on est en train de leur envoyer. Si leur laboratoire interne relève des insuffisances par rapport à la qualité, l'État peut refuser que le vaccin entre sur son territoire. Maintenant, comme Pierre l'a dit, est-ce que déjà les vaccins sont déjà là et que, bon, on a déjà monté, on est en train de mettre en œuvre déjà le projet? C'est pour ça que je voudrais demander de défiler un peu l'ascenseur horizontal pour que je vois la ligne 38 là, le titre qui est là. Est-ce que c'est déjà la phase on est dans la phase de sensibilisation? Je parle à monsieur, voilà, pour que je vois ici, identification et source de risque du projet. Bon, pour moi, si ça ne passe pas, on pourra continuer. Mais si c'est ce que je suis en train de mettre dans les politiques publiques, quoi. Les décisions stratégiques qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, la mise en œuvre du projet. Maintenant, si ça ne passe pas, je peux passer à autre risque. Parfait. C'est juste que voilà, pourquoi je vous ai demandé, c'est juste que nous devons d'abord essayer de discuter. Et ça va vous permettre également de comprendre en réalité ce que vous voulez dire. Et là, les autres également. Bon, à la première explication, peut-être que moi, je ne peux pas comprendre ce que vous voulez dire par politique publique en ce qui concerne les vaccins là. Mais après l'explication approfondie, là, on pourrait essayer de comprendre. Ou bien après que ça donne son avis sur le sujet, on pourrait maintenant trouver un terrain d'entente et on pourra essayer de, comment de trouver un consensus par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ces politiques publiques-là, comme Julien l'a dit, si je comprends bien, lui, il veut parler par rapport. Mais là, si je pense que c'est un partenariat d'un pays qui veut aider, par exemple, un autre gouvernement, comme le cas de Covid-19, dont l'Occident a investi ou bien a accompagné les pays africains pour l'obtention de certains vaccins-là. Maintenant, si au cas où ces gens-là essaient d'accompagner le gouvernement, par exemple, le gouvernement sénégalais ou le gouvernement malien ou ivoirien, et que ces derniers, après avoir fait l'analyse dans les labos, ils trouvent que le vaccin n'est pas fiable ou bien n'est pas, je sais pas quoi, n'est pas trop fiable ou bien il y a bon, oui, le vaccin n'est pas trop fiable. Là, il faut rejeter
il faut rejeter comment dirais-je, ces vaccins-là pour ne pas les utiliser sur sa population, qui peut causer un danger sur sa population. Et là, si je comprends bien, mais là, ça sont des risques qui vont venir après. Mais là, nous ce qu'on essaie de trouver, des risques qui sont des risques survenant, surtout quoi. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé que ces genres de vaccins n'ont pas marché? Est-ce qu'en réalité, ces politiques dont ils parlent comme ça, est-ce que ces politiques publiques ont empêché d'autres organisations ou d'autres organisations à lancer le projet dans ce sens-là? Si oui, donc on peut utiliser ces politiques publiques comme étant des risques survenus. Sinon, donc on peut passer à autre chose. Je ne sais pas si l'explication a été bien claire. Oui, 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 j'ai suivi. Bon, je n'ai pas eu connaissance quand même qu'il y a eu ça, hein, mais je sais quand même que dans certains pays, il y a l'entrée de certains produits qui sont refusés par les gouvernants. Oui, Bon, effectivement. mais Bon. pour ce cas spécifique, non. Non, bon, quand je parle de ça, c'est un exemple, quoi. C'est pas forcément que l'on doit avoir connaissance. Parce que ça, c'est un cas déjà que c'est un TP sur lequel nous sommes en train de travailler. Par contre, si c'est votre propre projet, vous devez faire d'abord des investigations avant de mentionner quoi que ce soit. Ok. Mais là, c'est un cas pratique qui va vous permettre. Allez-y, Pierre. Ok, merci beaucoup. En fait, j'ai fait un tour rapidement au niveau du travaux du projet 1. Et on dit travaux d'organisation du projet dans le cadre du lancement du projet de vaccination à la COVID-19 pour tous dans la région de Mbou au Sénégal. Notre ONG Plan International aurait reçu. Donc, pour moi, je pense que le risque des politiques publiques ne va pas trop intervenir ici parce que déjà, nous sommes déjà en plein dans le projet où on a même déjà eu des financements. Donc, je pense qu'au niveau stratégique, le problème, c'est pas, bon, ce risque-là, au niveau stratégique, n'est plus trop truc là, selon moi. Parce que quand on dit déjà que la Banque mondiale, le PNUD, l'OMS, le gouvernement américain, l'Union européenne, la condition des différents partenaires se présentent. Donc, moi, je pense qu'au niveau stratégique, on n'a pas encore un risque, mais je vais m'allier un peu par rapport à M. Gina en disant que, bon, si on ne fait pas bien des tests de laboratoire, des analyses au niveau du laboratoire pour voir vraiment la qualité de ces vaccins-là, là, ça peut être un risque. Parce qu'on a dit quelque part ici, vaccin périmé. Donc, la responsabilité incombe maintenant le niveau stratégique, incombe au niveau stratégique ici. Donc, on peut mettre ça dans cause selon moi, quoi. Selon toi, on doit mettre politique publique au Par niveau exemple, des... oui, les politiques publiques là, par exemple, lorsque les politiques publiques, par exemple, ne vérifient pas correctement la qualité de ces vaccins, on peut avoir, par exemple, des vaccins périmés. Julien, Oui, monsieur Touré, oui. êtes-vous d'accord de ce qu'il vient de dire? Bon, j'ai écouté son explication et si je dois vraiment faire cela, il faut dire que généralement, pour les risques aussi, nous avons les risques et j'ai oublié comment on les appelle. Il y a les risques internes au projet et les risques externes, les risques que je peux catégoriser, quoi. Donc, ce que je suis en train de dire déjà maintenant, c'est lui classe ça déjà dans les risques du niveau stratégique ou la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire quand on parle de politique publique et tout ça, c'est déjà externe au projet. Maintenant, si on revient je n'avais même pas fait attention, il y a vaccin périmé ici. Donc, ici, par exemple, la cause pour les vaccins périmés, bon, il propose qu'on mette politique publique. Bon, pour moi, on peut laisser, on peut mettre, il n'y a pas de souci, hein, ça ne me dérange pas. Politique publique, mais quand on va mettre ça comme ça, quelqu'un qui va venir lire, est-ce que la personne va comprendre? Non, C'est pas ça du aussi. tout. Pas du tout. Ok, Ça peut se voir. en fait, on peut passer, on peut passer ces politiques publiques-là. Vous allez donner les risques suivants. Ok.
La religion, ou bien je ne sais pas si c'est cause, on va mettre ça, hein, mais j'ai mis la religion. Parce que même pour la vaccination de façon routinière, là, il y a certaines religions ou bien certaines localités qui refusent catégoriquement la vaccination. Donc, ça là aussi peut être un risque pour le projet. Quand on va dans la localité, par exemple, où pratiquement la moitié de la population refuse qu'on vaccine les enfants ou bien de se faire vacciner, ça peut être un risque qui peut empêcher le projet d'atteindre le taux escompté, le taux envisagé, quoi. Oui. Bon, Maintenant, moi, bon, par rapport à ça, j'ai une autre compréhension. Et si on mettait par exemple les préjugés, les préconçus de la communauté, parce que ça aussi, Les stéréotypes. voilà les stéréotypes. Voilà. Les stéréotypes, quoi. Les stéréotypes. Comme Les préjugés, quoi. C'est les gens, bon, si tu fais ça, on empêche les enfants et les enfants vont plus concevoir, ça va rendre stérile, tout ça. Donc, c'est tout ça qu'on rassemble dans les préjugés, les stéréotypes. maintenant, vous voulez les utiliser comme étant les risques ou bien les causes? Non, c'est Bon, bon, il faut qu'on comprenne aussi, hein, risque et cause. C'est tout ça. Et quand je prends religion, par exemple, religion peut être une cause, hein. Effectivement. Ça va pas être un risque, c'est une cause. Oui. Maintenant, le risque, c'est le refus de se faire vacciner. Mhm. Le refus de se faire vacciner. Oui. Donc, la cause peut être la religion ou bien les stéréotypes. D'abord, on va essayer d'abord de développer un peu le refus de se vacciner. En fait, quand on parle de Voilà. risque comme refus de se vacciner, parce que toujours on parle de l'atteinte de l'objectif. Si, en réalité, ceux qui devaient recevoir le vaccin n'ont pas pris le vaccin, c'est que il manque toujours de la sensibilisation. Donc, le message n'est pas passé. Dans ce cas, ça entre dans le OK. cadre de la mauvaise sensibilisation. Ils ont refusé OK. de se vacciner. Pourquoi pas tout simplement là, le message n'est pas passé. Donc, si on met OK. refus de se vacciner, là, inutile de prendre la la mauvaise sensibilisation. OK, donc on laisse mauvaise sensibilisation pour que ça englobe tout. OK. Et votre troisième Donc, proposition? oui, la rupture de vaccin. Rupture de vaccin, oui, c'est possible. Non, il y a aussi non-disponibilité de vaccin qui est là. Seulement, on peut prendre, comment dirais remplacer non-disponibilité par rupture de vaccin. C'est mieux, hein, ça va être plus, voilà, rupture de vaccin. Voilà. Et, Est- et euh, est- allez-y. Est-ce qu'on peut ajouter aussi les moyens financiers? Parce que quand je parle de moyens financiers, bon, c'est vrai que les partenaires ont accompagné, ont appuyé, mais je ne sais pas si c'est adapté ici, hein. Il y a certains projets où les partenaires demandent une contrepartie du pays. Bon, je ne sais pas si c'est adapté ici, hein. Je ne sais pas trop. Donc, Bon, ou par exemple, ce que les partenaires on essaie de travailler sur des projets comme ce genre de projet-là. Là, on va essayer de l'insérer. Répétez. Donc, je disais, hein, Mhm. que par exemple, les montants qu'on a listés là, on peut commencer peut-être par vacciner et on va constater que il y avait peut-être une sous-estimation des cibles. Mhm. Donc, tout le monde ne pourra pas, si on s'en tient au financement seulement que les partenaires ont donné, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce vaccin. Donc, ces partenaires peuvent dire, bon, dans ce cas, il faut que le pays même vienne, ne serait-ce que 20%, 10%. Donc, si l'État n'a pas prévu ça dans son budget et ne peut pas le faire, c'est un risque également que tout le monde ne puisse pas être vacciné. Mhm.
Donc, problème de moyens financiers ou bien, je ne sais pas, faible taux de couverture vaccinale et puis on va mettre cause moyens financiers des politiques publiques ou bien de l'État. Comme risque, Bon, à vous d'amender. Comme risque, vous avez choisi quoi? Oui, comme risque, par rapport au développement que je viens de faire, bon, je dis manque de... Je veux mettre le manque là au niveau de cause. Manque de moyens financiers internes. Parce que il y a aussi... Oui, et maintenant la cause va être... est-ce qu'on va mettre faible taux de couverture vaccinale? Attendez. Vous avez choisi vous avez pris comme cause manque de moyens financiers. Manque de moyens financiers comme cause. Et comme risque, vous choisissez quoi? Faible taux de couverture vaccinale. Ok. Ça dit toute la cible n'a pas pu être atteinte. Ok, de toute façon, on parle en principe, c'est pas grave. Faible taux de couverture. Ok. Cause manque de moyens financiers internes de l'État ou bien voilà. Financier. Maintenant, pour le nombre de fois que cela s'est produit, on prend combien? Bon, je crois que j'avais même une question à ce niveau. Merci même de revenir là. C'est que ceci là, c'est pourquoi je disais que c'est peut-être la documentation qui pourra le permettre. Mais bon, nous, comme un exercice, on peut mettre 2 fois. Hein. Okay. Mais ces chiffres-là, est-ce que ce n'est pas la revue documentaire qui donne ça? En effet, ça peut, on peut trouver des réponses par rapport à ça. Parce que là, il va falloir d'abord faire des recettes pour voir en réalité. Exactement. Il faut faire des recettes. C'est pour laquelle je dis qu'en amont, il va falloir d'abord descendre sur le terrain. Je pense que Pierre même, il l'a enchaîné également. Il a dit que nous sommes dans une phase de collecte, quoi, de descendre sur le terrain. On est sur le terrain, on part d'abord recenser, et bien de collecter des informations, voir en réalité ce qui a causé la faillite de ces projets-là. Pourquoi ces enfants n'ont pas pu atteindre l'objectif. Maintenant, c'est à travers ces recherches-là, également les documentations que nous pouvons également trouver la réponse à ces questions. Maintenant, pour notre cas-là, nous sommes en train de travailler sur un projet fictif. Un projet qui vous permettra de mieux maintenant se préparer pour vos propres projets après. Ok, je vois. Merci. Monsieur Bakary. Oui. Par rapport au risque et rupture de vaccin, est-ce qu'on ne peut pas mettre mauvaise planification pour cause? La mauvaise planification, oui. Mauvaise planification, je vois, si vous permettez, hein, je vois ça trop englobante, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas mettre mauvaise estimation des cibles? C'est une mauvaise estimation. Bon, avant ça d'abord, Pierre, vous voulez parler de la planification dans quel sens? Okay. Bon, moi, je parle de la planification dans le sens où, c'est-à-dire, on n'a pas pu, bon, comme M. Julien vient de le dire, on n'a pas pu vraiment estimer, par exemple, le nombre de personnes à vacciner dans un premier temps. Après, bon, on n'a pas pu vraiment faire cette planification autour du nombre de vaccins disponibles dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre la cible. Ok, dans ce cas, on prend estimation. On n'a pas bien fait l'estimation, raison pour laquelle les vaccins sont... Il y a une rupture de vaccin et que les gens n'ont pas... toute la population n'a pas été vaccinée. Ou bien, le recensement n'a pas été bien fait. Mais seulement dans notre cas-là, oui, mais seulement dans notre cas-là, si vous avez bien lu le document, on a donné la population, le nombre de la population,
On a donné également les personnes atteintes de la COVID-19, des personnes également au cas respiratoire, je sais pas. Toutes les informations ont été données par rapport à ça. Donc là, si en réalité, si on parle, si il s'agit de ce projet-là, là, on parlera pas de mauvaise estimation parce que tout simplement, toutes les informations ont été données. Ok, d'accord, d'accord. Mais dans d'autres cas, on peut parler de la mauvaise communication. Mais pour ce projet-là, on ne pourra pas parler de la mauvaise communication. Je laisse cette mauvaise communication pour faire référence à d'autres projets, quoi. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous êtes là? Oui, 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 oui. on te dit, oui. Parfait. Pour les vaccins périmés, qu'est-ce que vous voulez choisir? On peut dire problème d'analyse, analyse, faute d'analyse ou bien, Ou bien retard de livraison? bon, retard de livraison ou Voilà, bien, voilà, bien voilà. conservation. Oui, conservation, c'est bon. Et si par exemple le vaccin doit durer par exemple, donnons par exemple une durée minimale comme ça. Par exemple, le vaccin doit durer par 3 mois par exemple, et 6 mois par exemple. Et là, avec les, comment dirais-je, les règles douanières, et puis le vaccin n'arrive pas au Sénégal à temps. Et là, peut-être qu'on peut dire que voilà, normalement, ça doit venir dans les premiers, dans ce mois-là, et que là, malheureusement, cela a pris 2 mois ou 3 mois, par exemple. Et là, si on n'a pas pu vacciner et que le projet dépasse, par exemple, ce mois-ci, et que le projet dépasse les 3 mois, nos vaccins seront complètement périmés. Et là, on ne pourra pas nous donner les utiliser sur la population. Et si vous avez également d'autres idées par rapport à ça, comme cause, allez-y, donnez-la. Vous avez une autre idée? Bon, On peut mettre plusieurs oui, causes. Vous êtes je là? laisse Pierre aller. Pierre, allez-y. Ok, moi je dis on peut mettre plusieurs causes là, un retard de livraison, problème de conservation, euh, vérification. Je pense qu'on peut mettre plusieurs causes. Retard de livraison, vérification, conservation. Oui, C'est bon. De toute façon, mais ce qui est sûr aussi, en tant que manager de projet, vous ne devez pas utiliser comment dire, tous ces mots-là dans vos codes là. Soit vous allez essayer de former une phrase avec ça, avec les 3 mots-là, avec ces 3 phrases-là, vous allez essayer de faire en sorte de créer, de les regrouper dans une seule phrase, quoi. Vous ne pouvez pas, oui. il faut être beaucoup plus rigoureux quand on est en tant que manager de projet. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le retard de livraison et mettre encore la conservation, je sais pas, mettre encore la vérification. Si vous voulez que votre phrase, si vous voulez que votre phrase, tous les trois là, donc vous devez vous débrouiller de telle sorte que la phrase que vous allez construire, tous les 3 points. Ok, On est d'accord? Bon, oui, pour moi, on peut mettre conservation, hein. Ok. Quand on amène les vaccins et que les frigos qui doivent les accueillir ne sont pas en état, il y a coupure de courant tout le temps, les frigos peuvent faire virer les vaccins. Donc, Mhm. problème de conservation, pour moi. Mhm. Mais c'est bon, on prend un problème de conservation. Je pense que Pierre, c'est ce qu'il avait donné. Hein. Pierre, Ah, c'était oui, ça. oui, problème de conservation, oui, oui. oui. Allez, maintenant, ici, on prend par exemple 6.
Et c'est bon ou bien on passe, ou bien on continue pour les données historiques. Bon, je pense on peut évoluer comme ça. Hein. Ok. Maintenant, Euh, on vient maintenant au niveau comment dirais-je, de la quantification. Pour ça, d'abord, nous allons copier ces risques-là. On a les mêmes risques. S'il vous plaît, Monsieur Bakari. Allez-y. Bon, excusez-moi, je suis venu en retard, donc ce qui fait que depuis, je ne parle pas. C'est pas ce qui fait que, bon, j'ai vu le tableau des données historiques là, les risques. Bon, j'essaie de comprendre. Bon, ce n'est pas pour vous amener. Hein. Après, je pourrais quand même vous écrire en privé. Mais ce que d'abord je veux comprendre, c'est la notation. Les BB, les CC, les AA avec les différentes couleurs là. Si au Ok. moins ça, au moins, on peut m'expliquer. Bon, et puis bon, Non, ça va plus m'arranger. je supprime d'abord pour D'accord. essayer de. Bon, sinon, je vais essayer de régler le problème en même temps. Bon, ok, la notation, on fait référence à la quantification. Maintenant, D'accord. on a 4 ici. Mais je pense que ça, c'est l'ancienne notation. Maintenant, on a 4 ici comme nombre de fois produit. Le WhatsApp là. On a 4 ici comme nombre de Ouais. fois produit. Et si on vient au niveau de la quantification, on voit que 4 se trouve au niveau critique. Oh, Maintenant, oui. nous, qu'est-ce que l'on veut? Pour les niveaux acceptables, on prend grand A. Les niveaux critiques, on D'accord. prend grand B. Et les niveaux D'accord. inacceptables, on prend grand C. OK. On est bon? D'accord. Ok. Dans ce cas, ici, le 4, c'est le niveau critique. Donc, on prend B. Ici, c'est le niveau acceptable. On prend A. Donc, Mais pourquoi 3A? on va changer la couleur en. Non, si vous Pourquoi voulez, 3? si vous voulez, vous allez prendre seulement, comment dirais-je, un seul A. Hein. Je prends ça juste pour essayer de pour que ça soit beaucoup plus visible, quoi. Sinon, vous pouvez prendre seulement un seul A. OK, d'accord. D'accord, c'est compris. Merci. Ouais. OK. Et maintenant, ici, Ça 3 va. aussi. 3 aussi, c'est A. Donc, on prend A aussi. Euh, Ici, c'est 6 qui entre dans le niveau Acceptable. critique. Donc, on a B. Et là, enfin, nous avons. Voilà, on va donner la couleur là. C'est bon. C'est ça la notation, quoi, en fait. OK, d'accord. C'est compris. Merci. Je vous en prie. Maintenant, nous allons passer au niveau de la quantification. Et là, les risques sont là. On a dit les risques potentiels les risques sont déjà là. Maintenant, on va trouver l'objectif à ces risques-là. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif qu'on peut trouver pour la mauvaise sensibilisation? bon, moi, je n'ai pas encore compris correctement. Hein. Ok. Objectif, On a ouais. déjà, on a déjà trouvé des risques. On a déjà soulevé les risques qui sont là. Maintenant, par rapport à ces risques-là, face à ces risques-là, quel sera notre objectif pour les éviter? Parce que Ah, d'accord, ok. ces risques que nous avons soulevés ici sont des risques que nous avons collectés, des informations que nous avons collectées, soit sur le terrain ou bien soit sur des documents officiels. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est de se fixer des objectifs afin d'éviter les mêmes erreurs que ces gens-là. Ok. Bon, Monsieur Bakar, je peux aller. Allez-y. Ok, là, on peut dire sensibiliser davantage la population, ou bien la communauté. Ok. Qui d'autre? Et pour moi, je pense je vais proposer, bon, au lieu d'englober, je vais dire que il faut impliquer les relais communautaires et les crieurs publics dans la sensibilisation. Ok. Qui Impliquer d'autre? les relais communautaires et les crieurs publics dans la sensibilisation. Ok. Marc?
Bon, je viens de vous prendre en cours, donc vraiment, je... Ok, c'est compréhensible. Hier Ouais. j'étais au port c'est compréhensible. Voilà. Maintenant, Julien a parlé de la sensibilisation mauvaise, qui essaie de sensibiliser la population et Matt également, du moins, Pierre aussi a parlé de l'implication des relais communautaires pour pouvoir impacter. Maintenant, par rapport à à vos deux idées-là, je vous demande d'essayer de les fusionner pour trouver une seule phrase. Par rapport à nos deux propositions là, et Pierre et moi. Ok. Vous allez essayer On peut aller. Oui, allez-y. Bon, là, on peut dire renforcer la sensibilisation à travers les relais communautaires et les crieurs publics. Parfait. C'est bon. Oui, ça peut aller. Voilà. Et pour les vaccins? Oui, pour les vaccins, je peux aller Allez-y. et installer, ou bien je veux voir, créer l'ascenseur horizontal là. Je veux voir ce qu'on a proposé ici comme cause là. Et ça peut nous aider aussi à faire chose là. Problème de conservation. Ok, d'accord. Ok, allez-y de l'autre côté. Mettre en place mettre en place les frigos solaires dans les centres de conservation. Ok. Bien installer les frigos solaires ou bien chaud là dans les centres de conservation. Ok, Pierre. Bon, pour moi, hein, parce que d'abord, est-ce que je peux, par rapport à la proposition de M. Julien, parce que bon, pour moi, on peut parler des frigos, mais solaire, dans notre contexte où il y a la pluie et tout ça là. D'accord, ok. Sinon, je m'aligne correctement, ou bien, je m'aligne correctement par rapport à votre proposition. Maintenant, c'est le soleil là qui me titille un peu. Et qui te dérange. Donc, on peut installer les frigos dans les centres de proximité. Voilà. Parce que Voilà. pourtant, moi je suis, quand on parle de frigo solaire, moi je S'il vous plaît. suis d'avis, hein, parce que là, quand on parle de frigo solaire, on est également dans le domaine communautaire. Et généralement, ces Aussi. organisations-là essaient de combattre ce qu'on appelle la pollution de notre atmosphère. Et que là, si on essaie de mettre toujours accent sur les énergies qui ne sont pas renouvelables, là, ça va détruire notre atmosphère. Et tandis que si on essaie d'investir sur comment les énergies renouvelables comme les frigos solaires, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas Ok. je sais pas si c'est dans ce Ouais. sens-là qu'il l'a dit ou Ah pas. oui, ça marche aussi. Là, on fait un clin d'œil au changement climatique. Voilà. Mais, formateur. Ouais. Allô, formateur. Oui, allez-y. Pourquoi ne pas dire améliorer le système de conservation ou bien renforcer le système de conservation? Là, quand c'est comme ça, L'amélioration du système de conservation, en fait. c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Et Euh, là, on met à la fin ouais, des vaccins. voilà. Parce qu'en fait, Au fait, là, quand c'est comme ça, l'action, en fait, est implicite. Vous comprenez un peu, non? Parce que quand vous dites, par exemple, si on dit l'objectif et que l'objectif se décline en une action
c'est que l'objectif n'est pas englobant. En Je effet. ne sais pas si, vous comprenez un peu. Ouais, effectivement, Mais si on dit, si on prend l'objectif, en gros, on dit renforcer, améliorer, renforcer, sauvegarder, là au moins on voit que c'est un peu englobant. Et Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. c'est un langage, c'est également le langage des dictionnaires également, surtout de ceux qui sont dans le suivi d'évaluation. Si vous êtes dans le suivi Ah oui. d'évaluation, dans la gestion de projet, forcément, c'est là, c'est dans le langage-là. L'amélioration, manque, et tout ça, ce langage-là, ça doit être à vous, quoi, en fait. Oui, oui. Là, en fait, lui, il prend en compte ce que M. Julien vient de dire. Là, en fait, ici, on ne parle pas de l'action en tant que telle. Bon, voilà. Moi, c'est ce que je voulais proposer, quoi. Parfait. Vous avez dit amélioration de? Il a dit amélioration du système de conservation et puis il pense qu'il y a Pierre qui a ajouté autre chose. Donc, je ne sais pas s'il peut compléter. Ouais. Plus tient améliorer le système de conservation des vaccins. L'amélioration du système de conservation des vaccins. Oui. Comme objectif au niveau des ruptures. Bon, on peut dire veiller à la disponibilité des vaccins. Ok. Julien et Marc, vous dites quoi? Bon, ça va. Moi, tant que c'est englobant, tant qu'on ne spécifie pas l'action, ça va, quoi, en fait. Voilà. Quand c'est Parfait. englobant, au moins, ça nous donne le champ de toucher un peu de tout. Parfait. Répétez, Pierre, vous avez dit? Bon, j'ai dit veiller à la disponibilité des vaccins à temps. Ok. Le dernier. Bon, je peux aller. Oui, allez-y. Assurer une meilleure taux de couverture vaccinale. Assurer Une meilleure taux de couverture vaccinale. Ok. Est-ce que c'est bon? Monsieur Julien n'est plus avec nous, hein, ou bien? Ah, je suis là, hein. Je suis là. Oui, je suis. Au fait, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose là. Ah, je vois. Puisque, au fait, bon, là où la ligne 43, là, bon, on était en train d'utiliser les verbes, hein. Est-ce qu'on ne va pas mettre améliorer au lieu Oui, c'est d'amélioration? améliorer. Il y avait dit améliorer le système de conservation des vaccins. Je vois amélioration en haut là. Non, formateur. Ah, vous voulez, vous parlez de c'est pas grave, on peut utiliser on peut utiliser les on deux. peut aller au substantif, c'est pas grave aussi. Ouais, un peu, allez-y. Oui, Pierre peut donner ce qu'il a dit là. Améliorer la couverture vaccinale, c'est ce qu'il a dit, non? Oui, j'ai dit améliorer. Non, j'ai dit assurer Bon, on peut dire assurer un meilleur taux de couverture vaccinale. C'est vous le taux de couverture vaccinale. Ok. C'est bon, vous êtes tous d'accord sur ça? Assurer une meilleure couverture vaccinale. Simplement, je pense. Assurer une meilleure couverture vaccinale, c'est bon. C'est bon? Oui, je pense, hein, ça peut aller. Ok. Maintenant, on va faire la quantification, c'est-à-dire le calcul. Ici, au niveau de, pour le premier, on a trouvé 3, non? On a trouvé 4 du moins. Maintenant, ici, on a trouvé 4.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder au niveau de la table de quantification. De la quantification. Le 4 se trouve à quel niveau? Le 4 se trouve au niveau acceptable. Donc, comment vous allez faire le calcul? Si, je commence d'abord par l'explication. Si par exemple, Le 4, c'est niveau critique, non? ou au niveau critique du moins, au niveau critique. Ok. Si par exemple, vous avez, on a eu 2. Je vais commencer d'abord par les explications. Si par exemple on a eu 2, on pose la formule, on prend égal, c'est la loi de Poisson qu'on va utiliser. Loi de Poisson. Et si on prend si on prend par exemple D, on va prendre donc la loi de Poisson. 1, le 1 là, point virgule, le D, et là on pourra maintenant valider on pourra maintenant valider par vrai. Mais dans notre cas, on a 4. Et si on a 4 et que le 4 se trouve au début d'un niveau, par exemple, que ce soit au début du niveau inacceptable ou bien au début du niveau critique pour notre cas. Au début du niveau critique, donc là, on va prendre la fin du niveau précédent, puis le début de ce niveau-là. Mais n'oubliez pas que le 4, c'est toujours les nombres qui se trouvent à ce niveau. C'est ça ces informations qu'on va prendre. Pourquoi on fait référence à ce 4-là? Parce que tout simplement, parce que pourquoi on fait référence à ce 4-là? Parce que tout simplement le 4 que nous cherchons se trouve, le nombre que nous cherchons correspond à ce nombre-là. Et si ce nombre que nous cherchons correspond au début d'un niveau critique, d'un niveau d'immense, donc on va prendre la fin du niveau précédent et le début de ce niveau-là. Ce qu'on va utiliser pour notre cas-là. Donc on prend 3, point virgule, 4, point virgule, et on va prendre la fonction cumulée qui est vraie. On prend vrai, et là on va trouver maintenant la quantification pour cette partie-là. On a trouvé 43%. Pour la quantification, au niveau de la quantification, dans un projet, si vous voulez faire la quantification de votre projet, et que en amont, vous avez déjà fait le travail, vous avez fait tout le travail, et que maintenant, ce qui vous reste, c'est de faire la quantification. Si vous arrivez... Allez-y. Oui, si vous pouvez reprendre encore cette partie-là, parce que, bon, c'est la première fois, moi, je vois qu'on utilise la loi de Poisson. Sinon, ce qu'on fait souvent, on fait la probabilité de survenance fois, c'est ce que nous, on a l'habitude de faire. Donc, bon, cette partie-là, je n'ai pas encore bien cerné ça. Ok, je reprends. Je dis qu'à ce niveau, au niveau de la quantification, on va utiliser la loi de Poisson pour pouvoir maintenant déterminer, pour pouvoir faire la quantification des risques là. Pour voir en réalité, est-ce que notre projet est rentable ou bien le projet n'est pas rentable. Nous voulons déterminer en réalité, nous voulons connaître en réalité est-ce que le projet est rentable. Et pour ça, nous devons passer par la quantification. Et la quantification, nous avons déjà les niveaux qui sont là. Cette quantification-là, c'est valable pour tous les projets. Partout où vous allez trouver vous allez trouver cette quantification-là. De 1 à 3, on va utiliser le niveau acceptable. De 4 à 7, le niveau critique. Et de 8 à 10, le niveau inacceptable. Ce qui est demandé, dans un projet, il ne faut jamais avoir un projet qui correspond au niveau inacceptable. Si vous avez trouvé un projet qui correspond au niveau inacceptable, là, je ne parle pas de ces nombres-là. Le nombre n'a rien à voir avec la quantification. La quantification commence du moment où vous avez utilisé la loi de Poisson pour pouvoir déterminer la quantification. Et là, à ce niveau, si vous avez trouvé par exemple 80% ici, vous avez trouvé 80% ou bien 90%, sachez que votre projet n'est pas rentable. Même s'il y a énormément de niveaux critiques et de niveaux acceptables, du moment que votre projet a un niveau inacceptable, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose que vous devez revoir. Et si vous avez également, dans votre projet, vous avez beaucoup de niveaux critiques ou de niveaux acceptables, donc ce qui veut dire que le projet est risqué.
C'est vrai, ce projet, on peut lancer, mais le projet est risqué. Il faut être un bon stratège pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce qui est demandé, il faut toujours avoir un projet qui a un niveau acceptable, qui a beaucoup de niveaux acceptables comme niveau critique. Et il ne faut jamais il ne faut jamais également lancer un projet qui a un niveau critique, un niveau inacceptable du moins. Raison pour laquelle il est beaucoup plus évident de passer par l'identification de sources de risque. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vous permet de voir en réalité le projet que je suis en train de lancer, est-ce que c'est un bon projet? Le projet que je suis en train de lancer, est-ce que le projet est rentable? C'est à travers ces informations-là que vous pouvez maintenant déterminer si en réalité votre projet est rentable ou pas. Mais si vous n'avez pas fait l'identification des sources de risque-là, vous ne pouvez pas déterminer, vous ne pouvez pas connaître en réalité si votre projet est rentable. Là, c'est ce qui amène beaucoup de projets en faillite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas fait de diagnostic, ils n'ont pas fait d'analyse en amont. Il va falloir d'abord que vous descendez sur le terrain, collectez ces informations-là, essayez de faire maintenant votre analyse et voir en réalité si le projet est rentable. Et si le projet est rentable, lancez votre projet, vous n'allez pas tomber en faillite. Maintenant, en ce qui concerne les calculs, on a ici au niveau du premier nombre, on a trouvé 4. Donc, on va essayer de trouver la classification pour la mauvaise communication. Et pour ça, il faut poser la formule égale loi de Poisson. Loi de Poisson. Et là, on va essayer de venir ici. On a dit qu'on a trouvé 4 pour le premier nombre. Donc, le 4 se trouve au niveau critique. Mais on voit que ce n'est pas entre 4 et 7, mais c'est le début du niveau critique. Or, après 4, c'est 3 qui vient. Et avant 4 du moins, c'est 3 qui vient. Et le 3 également se trouve au niveau acceptable. Il se trouve également que c'est le dernier chiffre, ou c'est le dernier nombre du niveau acceptable. Donc, il faut prendre le dernier nombre, le dernier nombre du niveau acceptable comme étant le premier au niveau des calculs, et la fin, et le dernier nombre comme étant le nombre qui se trouve dans ce tableau-là, qui correspond également à ce nombre-là. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser comme étant le deuxième nombre-là, au niveau des calculs pour pouvoir faire la quantification. Donc, on prend 3, point virgule, 4, point virgule, et nous allons prendre vrai. Vrai qui va nous permettre de trouver la fonction exacte. Et là, on va essayer de prendre et observer notre parenthèse, et là, nous avons égal. Il nous donne 43%. 43%, c'est au niveau critique, donc on va essayer de prendre le niveau critique, on va prendre la couleur jaune. Et là, on va faire pareil aussi pour le deuxième. Notre deuxième, c'est le vaccin périmé, et c'est 2. On a donc 2, le vaccin périmé. Et là, on voit également que le 2 se trouve au niveau acceptable. Et là, pour ce 2-là, le 2 se trouve entre 1 et 3. Donc, inutile de prendre dans deux niveaux différents. Parce que déjà, le 2 se trouve dans le niveau acceptable, ça ne quitte pas là-bas. Donc, on va prendre le premier, c'est-à-dire le 1, point virgule, le 2. Le 2 qui est à ce niveau, qui se trouve ici. Donc, on va prendre le 1 qui est le niveau acceptable, point virgule, le 1. On prend égal, loi de Poisson, 1, point virgule, 2, point virgule, vrai. Et là, nous allons fermer notre parenthèse pour pouvoir voir en réalité. Et on a 41%. Ce qui veut dire que d'abord, on a beaucoup de niveaux critiques et de niveaux acceptables. Bon, pas beaucoup de niveaux, mais je ne sais pas ce que les autres vont donner, mais déjà, on a des niveaux critiques. Espérons que les autres ne donneront pas au niveau, je pense pas. Voilà. Donc, on a ici 41% là-bas. Et là, maintenant, nous allons passer au deuxième, c'est-à-dire au troisième du moins, ce qui est 3. Et le 3 également, ça ne sort pas dans le niveau critique. Donc, on va prendre encore, comme on l'a fait avec les autres, égal, loi de Poisson, 1, point virgule, 3, point virgule, vrai. Nous allons faire notre parenthèse. Et là, nous avons 20%. Et là, nous avons 20% qui est le niveau acceptable. Et là, ensuite, nous allons passer au dernier, qui est 6. Le 6 est dans le niveau critique également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre égal loi de Poisson, 4 et 6. Loi de Poisson,
Loi de Poisson, 4, point virgule, 6, point virgule, vrai. Et là, nous avons notre dernier qui est 29. Et là, nous avons des niveaux critiques et des niveaux acceptables. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le score général attendu pour ce projet-là. Et là, ça ne doit pas dépasser 200%. Quelle que soit la station de projet, ça ne doit pas dépasser 200%. Si ça dépasse 200%, ça veut dire que le projet est trop risqué. Donc, on prend égal. On a 132%. Ce qui veut dire qu'on peut lancer ce projet. Mais il faut aussi être un bon stratège pour pouvoir bien faire. Bon, c'est parce qu'on n'a pas quand même essayé, on n'a pas pris beaucoup de risques, raison pour laquelle on n'a pas aussi une différence par rapport au nombre de niveaux. Est-ce que là c'est bon? Oui, oui, pour moi, c'est bon. Julien, Marc, Oui, moi, j'ai compris, c'est bon. Maintenant, je voulais savoir, là, on a utilisé la loi de Poisson, là. comment? Là, on a utilisé revenez sur le fichier Excel, là. Oui, c'est parce que, bon, les autres sont... Si c'était 30%, par exemple, ça veut dire que c'est niveau acceptable. C'est ce que je comprends. Effectivement, ça sera entre 1 et 3, c'est 30%, c'est acceptable. OK. Toujours, OK, on OK. fait référence à ce petit tableau qui est là. OK, OK, OK. Ouais, Merci. je vous en prie. On peut passer. Maintenant, le niveau de surveillance. Comment? Le niveau de surveillance. La colonne C maintenant. La colonne C. Ah, ok. Non, là, ça, c'est pas. On va pas l'utiliser, quoi. Ça, c'est pas inutile de le faire, quoi. Là, ce qui est sûr aussi, c'est que ici, et que, si vous avez déjà la quantification et que vous avez remarqué que, voilà, vous avez, euh, vous avez beaucoup de niveaux acceptables que de niveaux critiques, c'est que votre projet est rentable. Par contre, si vous avez beaucoup de niveaux critiques et de niveaux acceptables, ce qui veut dire que le projet est risqué, mais vous devez être attentionné et vigilant pour ne pas commettre des erreurs. Cette partie-là, inutile de le traiter. Ouais, je pense que je devais la lever depuis très longtemps, mais bon. Maintenant, les gens ne prennent plus en compte de cette partie-là, quoi, dans la qualification. J'allais la lever depuis mais j'ai complètement oublié, quoi. C'est bon? Oui, oui, ça peut aller chez moi. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc maintenant, bon, d'abord, j'ai oublié. Et là, c'est aussi ce qu'il faut faire. On a déjà vu on a beaucoup de dossiers. On a le processus de recrutement, le processus de recrutement et formation, l'identification des sources de risque, date et débit, le budget. Si on essaie de descendre à tout moment ou bien de monter à tout moment pour voir les informations, ça sera, à la fin, ça sera trop ennuyeux et là, ça va nous embêter maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de les regrouper. C'est-à-dire le travail au niveau du processus de recrutement et de formation, c'est d'essayer de les regrouper. Pour ça, il faut essayer de sélectionner. On sélectionne la partie, on sélectionne tout. Après avoir sélectionné, il faut partir au niveau de l'onglet données. Vous partez sur données et là, vous allez à gauche, vous allez voir que partie, c'est écrit regrouper. Vous cliquez sur regrouper et là, vous pouvez maintenant plier et déplier votre forme et votre information. Maintenant, si je clique sur le site là, complètement le travail qu'on avait fait au niveau du processus de recrutement sera plié à ce niveau. Du moment que je clique sur plus, et là, je vais voir les informations de nouveau. Et là, je peux réduire à tout moment et l'ouvrir. Ça va me permettre de mieux voir le travail dans l'ensemble sans pour autant de descendre et de monter. Et on va faire pareil également pour la quantification. On fait pareil pour la quantification. On descend. Voilà, on descend ici. Et là, on part au niveau de grouper. Et là, maintenant, on a groupé ça. Là, on va essayer de réduire la fenêtre. Voilà.
Notre travail est là. Notre travail au niveau de, notre travail est là à ce niveau. On a fait le processus de recrutement qui est là, l'identification qui est là. Maintenant, l'étape suivante, c'est la date de début et de fin. Maintenant, comme on l'a dit au niveau du PDF, si on nous impose une date de début ou de fin, vous pouvez le faire. Par contre, si on ne vous impose rien et qu'on vous donne par exemple la date de début ou la date de fin, prenez seulement une seule date et MS Project s'en chargera du reste. Si par exemple vous avez les deux dates à la fois, donc vous pouvez les mettre à ce niveau. Par contre, si on vous impose pas une date de début et une date de fin, prenez seulement une date de début. Et si par exemple on vous donne la date de début, prenez seulement la date de début. Et par contre, si on vous donne la date de fin, donc prenez la date de fin. MS Project, de toutes les façons, MS Project vous s'en chargera de ça. Du moment qu'on sera à ce niveau, je vais essayer de vous expliquer de façon pratique comment ça se passe. Là, donc, on va essayer de prendre la date de début du projet. Par exemple, on prend, je prends quoi encore? Le 20 septembre, le 20 octobre du moins. Je prends le 20 octobre 2025. Voilà. Maintenant, on va ignorer la date de fin du projet parce que tout simplement, on va essayer de travailler sur une méthode qui va nous déterminer la date de fin de notre projet là. Et si par exemple, comme je l'ai dit, si c'était imposé, on va essayer de le prendre. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir au niveau de la budgétisation. Donc là, je vais redire ça aussi. La budgétisation, voilà, je vais convertir cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez également fait la conversion du moins. Voilà. Une fois que vous avez fait une fois que vous avez converti les montants en dollars, en francs CFA du moins, moi j'ai trouvé ce montant-là. Et maintenant, c'est les dons qui sont à ce niveau. Après les dons, j'ai fait une répartition de ce don-là à travers les personnels, c'est-à-dire les salaires, les personnels du projet, leur rémunération. Et j'ai fait également un don j'ai fait également une partie, j'ai dédié également une partie au niveau de l'achat des matériels. Et là, j'ai également dédié une partie au niveau de la prise en charge des malades. Et enfin, j'ai laissé une partie qui sera les imprévus. Maintenant, comment j'ai fait la répartition? J'ai fait la répartition en fonction du montant total des dons. Le montant total des dons, j'ai donné à chaque personne, à chaque partie du moins, un pourcentage qui va nous permettre de gérer ces tâches-là. Par exemple, ici à ce niveau, nous avons déjà les informations par rapport au personnel. Nous savons en réalité combien de personnes nous avons. Et la majeure partie des cas aussi, disons que la majeure partie des managers de projet, c'est ici qu'ils se font de la danse sur le dos des bailleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils font la budgétisation, ici par exemple au niveau de rubrique personnelle, il dit par exemple que moi je vais payer les salariés je vais payer les salariés par exemple de 10 000 francs 10 000 par personne. Nous avons déjà reçu notre budget et les bailleurs ont déjà les bailleurs ont déjà financé le projet. Ils ont financé le projet, la somme est déjà à notre disposition. La somme est maintenant à notre disposition. Que font les bailleurs? Le bailleur essaie maintenant de faire la budgétisation de ce projet-là. Le bailleur, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'en réalité, ce projet-là, ce projet de 45 jours, c'est-à-dire le projet de vaccination, les personnes avec lesquelles nous allons descendre sur le terrain, nous allons essayer de les payer par heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bailleur, il mentionne sur la budgétisation en disant que ces personnels-là, on va les payer 10 000 francs par heure, ou bien 5 000 francs par heure, ou bien 4 000 francs par heure. Les personnes qui doivent être payées 10 000 francs par heure, en pratique, le manager de projet a ordonné qu'on leur paye 4 000 francs par heure ou bien 5 000 francs par heure, alors qu'ils doivent être payés 10 000 francs par heure. Et le reste, le reste le restant, comment je vais dire encore, le reste après avoir fait la différence entre les deux sommes, ce qui va rester, ça va entrer dans le compte du manager de projet.
Et là, imaginons qu'il y a il y a des centaines de personnes, ou bien des dizaines de personnes, des vingtaines de personnes qui travaillent chez nous, dans le cadre de ce projet-là. Dans le cadre de ce projet-là, dans tout ce projet-là, pour les personnes qui doivent être payées 5 000 francs par mois, on les paye 3 000 francs par mois, et les 2 000 francs, le manager encaisse ça. Et qu'est-ce qu'il fait le manager? Par exemple, si on prend la somme de toutes ces personnes-là, les, le logisticien est payé 5 000 francs par mois et le manager lui a payé 3 000 francs par mois. Le secrétaire doit être payé 9 000 francs par mois, on l'a payé 7 000 francs par mois. Le comptable doit être payé tel montant par mois, on l'a payé tel montant par mois. Et la somme de tous ces montants-là, si c'est un projet qui dure durant des années, si c'est un projet qui dure des années, 2 ans, 3 ans comme ça, le manager du projet se fera des millions sur le dos de ses employés. Et là, ce sont des trucs qu'il faut éviter la majeure partie des cas. Maintenant, pour ce cas-là, nous avons fait la répartition. Nous avons donné un pourcentage, nous avons donné un pourcentage au niveau des rubriques de personnel, et un autre pourcentage au niveau des achats de matériel, et un autre au niveau de la prise en charge. Et là, le dernier, on a donné une partie comme autre dépense. Autre dépense, il peut y avoir des imprévus, bon, qui peuvent être considérés comme des imprévus. Parce à tout moment, si vous voulez faire la budgétisation d'un projet, n'oubliez pas les imprévus. Il faut toujours prendre en compte les imprévus donc, pour la budgétisation d'un projet. Maintenant, je reviens. Ici, dans ce projet, le budget est déjà acquis. Nous avons déjà la somme à notre position. Par contre, si c'est un autre projet où vous devez d'abord faire la budgétisation de votre projet afin de faire un financement. Donc, vous devez faire la budgétisation de votre projet et le déposer. C'est en fonction de la budgétisation-là c'est en fonction de ce projet que vous devez déposer que vous allez avoir maintenant ce qu'on appelle le financement. Mais dans notre cas, nous avons déjà le financement qui est là. Ce qui veut dire que nous allons juste essayer de passer par le receveur. Parce que nous sommes dans un cas d'urgence. Et donc, les gens sont venus vers nous avant qu'on ne passe chez eux, avant qu'on ne se dirige vers eux. Ils sont venus vers nous pour nous aider. Parce qu'ils voient que nous sommes dans une situation très alarmante. Mais par contre, si c'est vous, votre propre projet, vous êtes en train de réaliser votre propre projet, au niveau de la budgétisation, vous devez également essayer de prendre en compte ces détails-là afin de l'envoyer au bailleur. Si vous commettez des erreurs au niveau de la budgétisation, vous risquez de ne pas avoir un financement ou bien vous risquez de ne pas attirer l'attention de votre bailleur. Il faut toujours prendre en compte les imprévus, je répète. Il faut toujours prendre en compte les imprévus pour la rédaction de votre projet. Il faut toujours prendre en compte les imprévus. Les imprévus font partie également de ce travail-là. Et après ça, j'ai déjà fait le résumé du budget qui est là. Le résumé du budget qui est là, les dons sont à droite. Et, comment je dis encore, les dépenses sont également à gauche. Maintenant, je vais prendre chacun de ces éléments-là pour essayer d'identifier les informations qu'on a besoin par rapport à ce niveau. Les rubriques de personnel, je vais dédier un tableau uniquement pour les rubriques de personnel, et je vais également mentionner les noms et prénoms, les postes occupés, les contrats, le nombre d'heures par semaine, le salaire par heure, salaire par semaine et salaire par mois. Et là, je vais essayer aussi de prendre un tableau pour achat des matériels. L'achat des matériels, dans ce tableau-là, je vais essayer de prendre les informations que j'ai besoin. Quels sont les matériels que j'ai besoin pour la réalisation de ce projet-là? Quels sont les matériels que j'ai besoin? Donc, dans ce cas, je vais essayer encore de lister ces matériaux-là. Je les liste. Après ça aussi, je vais essayer de prendre ce qu'on appelle la prise en charge. La prise en charge complète, la prise en charge partielle. Et là, après, nous avons les imprévus. Et là, je essaie de commencer par l'achat de matériel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le tableau, c'est un tableau qui est un peu long par rapport aux autres, mais qui est trop petit par rapport aux rubriques des personnels.
Allez-y. Ok. Non, Monsieur Bakary, c'est juste une petite doléance. J'espère que dès qu'on va finir de travailler sur le fichier, là, on pourra l'avoir. Vous avez déjà le fichier, hein? Mais sinon, je peux vous envoyer encore. Hein. Oui, on a le fichier, mais je dis ce fichier qu'on est en train de... Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Après, je vais vous partager ça. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà. Et maintenant, nous avons le volet matériel qui est là. Pour le volet matériel, nous avons maintenant les matériaux que nous avons besoin. Nous voulons acheter, comment dirais-je, euh, un véhicule pour le manager. Nous voulons acheter un véhicule de transport du personnel, les personnels de notre entreprise. Et là, pour ça, nous allons essayer de prendre le montant total pour les achats de matériel. C'est 63 226 161. Donc, nous allons prendre un pourcentage qui va correspondre au montant de ce véhicule-là. Mais en amont aussi, il faut d'abord avoir l'information, c'est-à-dire l'information sur le montant de matériel que nous voulons acheter. Et là, on se dit que voilà, pour le véhicule de transport du personnel, d'après les recherches que nous avons fait, on a trouvé que voilà, c'est 7 millions. Donc là, on va prendre un pourcentage qui va correspondre aux 7 millions. Et là, nous avons pris 12% pour pouvoir, nous avons pris 12% qui correspond à 7 787 139. Et là, on va faire pareil également pour le véhicule du manager. Et là, on a pris 8%. Pour les véhicules de transport des matériaux sur le site, on a pris également 15%. Et pour les tentes de vaccination, on a pris 35%. Pour les lits également, nous avons pris 3%. Et pour les sèches, nous avons pris 2%. Pour les ordinateurs, nous avons pris 3% également. Comment je vais dire encore? Les fournitures. Ah, j'ai écrit fournitures. Les fournitures également, j'ai pris 3%. Et enfin, les matériels de santé, j'ai pris 15%. Ce qui correspond à 100% ce qui correspond à 100%. Et c'est le montant exact qui est à ce niveau. Maintenant, on a terminé avec le volet achat. Donc, on a les matériaux qui sont là. Tout ce que nous avons besoin pour la réalisation de ce projet-là. Pour l'exécution de ce projet-là, nous avons ces matériaux qui sont là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer au tableau suivant qui est volet de prise en charge. Volet prise en charge, nous avons prise en charge complète, comme je l'ai dit avant, et prise en charge complète. Maintenant, on peut prendre prise en charge complète, comme 70% et prise en charge partielle comme 30%. Qui prise en charge complète 70% et partielle 30%. Et sinon, pour d'autres, vous pouvez également prendre 70% pour partiel et 30% pour les autres. Et là maintenant, après avoir terminé avec les prises en charge, nous avons maintenant donné un troisième tableau qui est le volet des dépenses. Les dépenses, comme je l'avais dit, les autres dépenses du mois, comme je l'ai dit, sont des urgences. Si vous voulez, vous pouvez même pas essayer de les différencier, dire que dépenses non provisionnées et réserve des cas d'urgence. Tout ça, ce sont des urgences. Sinon, vous pouvez également les différencier, dire que voilà, nous allons prendre quelques pourcentages pour les dépenses non provisionnées et quelques pourcentages également pour les cas d'urgence. Voilà. Et après ça aussi, nous allons maintenant venir au niveau de notre tableau, c'est-à-dire charge personnelle. Nous allons venir au niveau du tableau charge personnelle. Au niveau de ce tableau charge personnelle-là, il est question quand même de donner également, de recopier d'abord le tableau que nous avons fait en amont sur les personnels. Les tableaux que nous avons fait en amont sur les personnels, nous allons le recopier à ce niveau. Après avoir recopié ce tableau-là, il va falloir qu'on essaie d'abord de supprimer quelques informations et d'ajouter d'autres informations. Nous allons supprimer les domiciles, les contrats, la situation matrimoniale et consort. Mais ce qu'il doit ajouter, c'est que
C'est un tableau sur la prise en charge du personnel. Et là, c'est une question de rémunération, d'une question de leur travail. Maintenant, l'information qu'on doit inclure ici est que combien d'heures par semaine ces employés-là travaillent. On doit inclure ça. Quel est leur salaire par heure? On doit inclure ça. Quel est leur salaire par semaine? On doit inclure ça. Et quel est également le restant du nombre de semaines du projet? Je reviens à cette explication. Ici, nous avons ici, allez-y. Ok, merci beaucoup, M. Bakary. Et moi, j'ai constaté au niveau des volets charges du personnel, là, dans la plupart de nos projets ou bien des organisations, souvent c'est le département RH qui gère tout ça là. Qui gère, oui. C'est le département ressources humaines. Oui, c'est lui qui gère les paiements. Oui, tout ce qui est volet charge de personnel, c'est le département RH. Parce que souvent, nous, on n'a pas accès à ça. Or, ici, on est en train de faire quelque chose que on est en train de nous expliquer ce que le manager, le rôle, par exemple, ce que le manager peut faire, c'est ça, non? Oui, le manager est chargé. En fait, je reviens. Hein. Je dis par exemple que si par exemple vous êtes en train de rédiger votre projet, raison pour laquelle j'ai pris les deux exemples. Si vous êtes en train de rédiger votre projet, et ce projet-là, c'est à vous, les informations-là, c'est à vous de les donner par exemple. C'est vous le, comment dirais-je, c'est vous. Peut-être que les projets peuvent être différents. Dans notre projet, pour la réalisation d'un projet, vous n'avez pas besoin même de ces détails-là. C'est-à-dire les informations sur les charges personnelles, les matériaux, vous avez seulement besoin d'un seul tableau que vous allez appeler ce qu'on appelle le bilan provisionnel. C'est là-bas que vous allez saisir les informations là-bas. Et les charges personnelles là, ce que vous allez mettre, c'est que vous devez prendre, vous allez prévisionner en disant que je vais payer les personnels pour 3 mois à tel montant. Et les matériaux que j'ai besoin d'un local, j'ai besoin par exemple, si c'est dans le cadre de prestation de service, de la prestation de service du moins, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin des ordinateurs, d'un bureau et comme ça. Et voilà. Et là, mais vous n'avez pas besoin de faire ces détails-là. Vous n'avez pas besoin de faire ces détails-là. Excusez-moi, je vais prendre ma machine. Voilà. Je reviens. Je disais que si c'est dans le cadre, dans le cadre dans le cadre d'un projet, de votre propre projet, vous n'avez pas besoin de faire tout ce tableau-là. Vous avez seulement besoin de mettre de faire ce qu'on appelle un bilan provisionnel pour essayer d'écrire les informations de façon résumée. Et ces informations de façon résumée suffit largement pour essayer de convaincre avec les autres informations, pour essayer de convaincre votre bailleur. Mais pour ce cas-là, nous voulons essayer de mettre en place ce qu'on appelle ce travail. Les autres informations, là-bas, c'est le manager de projet est inclus. Mais quand il s'agit également de ce travail-là, le manager de projet également peut intervenir avant la prise en charge comment dirais-je, du RH du monde. Ils vont essayer de travailler ensemble, c'est-à-dire les leaders du projet, les leaders, ils vont essayer de se réunir et de discuter par rapport à la situation salariale des employés là. Bon, seulement que avec ce projet, ça sera un peu compliqué parce que là, quand on parle de ce genre de projet-là, comme l'a dit Julien, c'est seulement, Pierre Dumont, c'est seulement le RH qui a les compétences nécessaires pour pouvoir mener, pour pouvoir faire la répartition, pour pouvoir faire tenir ce travail-là. Mais, bon, étant donné que nous sommes dans le cadre de la formation de gestionnaire de projet, et là, on inclut cette formation, on inclut cette partie, juste pour vous dire que étant donné que vous êtes le leader de vous-même et que vous avez votre propre excusez, hein,
et que vous avez votre propre projet à réaliser, dans ce cas, ce travail-là ne se fera pas par un manager, par un RH, mais ça se fera par vous en tant que leader de votre projet. Et c'est à vous de présenter ce travail-là. Et même dans notre cas, nous avons déjà recruté le RH et tous les personnels de ce projet-là. Maintenant, le RH est le manager de projet parce que le manager de projet est le leader. Le manager de projet peut intervenir par rapport à la situation salariale de l'entreprise, des personnels. Pourquoi pas tout simplement, il a ce qu'on appelle toutes les informations, ou bien il a le pouvoir sur les autres. Quand je dis qu'il a le pouvoir sur les autres, ça ne veut pas dire qu'il va essayer de les imposer, mais il va essayer d'intervenir pour pouvoir les accompagner en fonction du budget qui a été réparti par rapport à ces différents volets-là. Je ne sais pas si je réponds à la question ou bien quelqu'un d'autre veut intervenir. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Maintenant, pour le salaire par semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit par exemple que dans ce projet-là, nous voulons travailler 5 jours par semaine. Ou bien non, on ne veut pas travailler 5 jours par semaine, mais on veut travailler 6 jours par semaine. Pour travailler 6 jours par semaine, là, il est déjà 17 heures. 18 heures. Voilà. Là, je vais essayer de vous expliquer, hein, comme ça vous allez le faire vous à la maison. La semaine prochaine, on va essayer de corriger, ça sera beaucoup plus compréhensible. Maintenant, ce que vous allez faire ici à ce niveau, vous allez donner le salaire par heure, le salaire par semaine, vous allez le donner. Ça, ces informations-là, c'est vous qui allez le donner. Le salaire par heure, vous allez donner ça. Et maintenant, pour le salaire par semaine, vous allez calculer par rapport au nombre de semaines. Par exemple, ici, on dit que Bakary A est le manager de projet. Maintenant, il a 15 000 francs par heure. Il a 15 000 francs par heure. Maintenant, cela correspond à combien dans la semaine? Si on travaille 5 jours par semaine, donc on va prendre 5 multiplié par les 15 000 là, qui va donner le montant demandé. Si tu travailles 6 jours par semaine, donc on va prendre les 6 également multiplié par les 15 000 là. Donc on prend multiplié par 5 qui donne 75 000 francs par semaine. Maintenant, 75 000 francs par semaine, on va essayer de calculer ce qu'on appelle le montant du projet. C'est-à-dire le montant du projet. D'ailleurs, déjà, on sait que le projet contient combien de semaines? Le projet contient combien de semaines? Si par exemple le projet contient 6 semaines, 7 semaines, 12 semaines, 20 semaines, ça dépend. Ou bien on essaie de voir. On dit que le projet dure 2 mois. Le projet dure 3 mois. Le projet dure 4 mois. Dans ce cas, si on prend les 4 mois par exemple, on dit que le projet dure 4 mois. On va donc essayer de compter le nombre de semaines dans les 4 mois. Il y a combien de semaines dans les 4 mois? Et nous allons prendre par exemple 6 mois. On dit qu'il y a combien de semaines dans les 6 mois? On va compter. On trouve le nombre de semaines dans les 6 mois. Par hasard, par exemple, je donne juste un exemple. On trouve qu'il y a 78 semaines dans ce nombre dans le nombre de mois donné. Il y a 78 semaines. Dans les 78 semaines se trouve également cette semaine qu'on a calculée ici. Je répète, dans les 78 semaines se trouve que la semaine qu'on a calculée ici. Donc là, il faut automatiquement défalquer les 1 semaine là sur les 78 qui seront là, qui seront considérés ici. Donc on va essayer d'enlever les 78, ça sera 77 semaines. Ça sera 77 semaines. Maintenant, nous allons essayer d'enlever aussi, dans les 77 semaines là, nous allons essayer d'enlever les jours fériés, les week-ends dans les 77 semaines là. Et après avoir comptabilisé ça, on s'est retrouvé avec 115 semaines. On se retrouve avec 115 semaines, donc on va prendre par exemple, ou 113 semaines, on va prendre par exemple les 115 000 là, multiplié par les 113 000 là, qui va nous donner
73 qui vont donner ce montant-là. Après avoir trouvé le montant du nombre restant dû, pour le coût salarial, nous allons additionner le salaire par semaine et le salaire du nombre restant. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon? Oui, hein, chez moi c'est clair, j'ai compris. Oui, chez moi c'est clair. Mais j'ai une doléance. Hein. Allez-y. Oui, si on peut avoir le fichier là, ce soir-là, ça va vraiment nous aider là pour reprendre nous-mêmes. Ok, mais j'aurais préféré quand même, avant de vous envoyer ce soir, j'aurais préféré quand même que vous fassiez le travail que je vous ai demandé. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre. Parce que là, si je vous envoie le travail qui a été déjà fait, vous allez essayer de le copier. Mais Ok, ok. si vous le faites vous-même et que vous le D'accord. présentez, et que vous le présentez la semaine prochaine avant de commencer le cours, ça va nous donner en plus quoi. Ça va vous permettre de mieux Ok. comprendre. Ok. Ok. Ok, parfait. Donc là, si c'est bon,